Tranche de couple, un podcast de Guillaume et Max. la vie à deux, au fil de l'eau. Bonsoir et bienvenue pour ce 10e numéro. Ça y est, c'est déjà le 10e numéro de notre podcast Tranche de couple. On est très heureux de vous retrouver ce soir avec Max. On a plein de choses à vous dire. On est déjà évidemment heureux de vous savoir toujours plus nombreux à nous suivre. On est désolé parce qu'on n'a pas été très efficace ces derniers temps sur les réseaux sociaux et pour vous donner des nouvelles. Déjà, toutes nos excuses pour ça. On a eu pas mal de petites choses et de grosses choses à gérer. Max et moi, on vous en dira un peu plus dans les moments qui viennent. Ça va, Max ? Eh ben, ça va très bien. Je suis ravi qu'on puisse se retrouver. Je dirais que sans doute le thème de cet épisode, c'est peut-être on concrétise, si ça te va. Allez, soyons fous. Vendu. On en est là quand même pour les thèmes d'épisode. Mais voilà, vous comprendrez un peu plus tard pourquoi. Enfin, ils doivent s'en douter, je pense, quand même, parce que... Depuis le temps qu'on vous bassine avec ça. Ouais, non, mais pas de spoiler. Pas de spoiler. Pas de spoiler. C'est pas sympa pour ceux qui n'ont pas écouté les épisodes d'avant, tout ça. Il faut respecter toutes les étapes de l'écouteur du podcast. Ok, ça marche. Sans transition, on passe à la rubrique actu. Ouais, alors là, j'avoue que la première actu, c'est une dépêche Twitter, je ne sais pas si on peut appeler ça une dépêche, mais de l'agence France Presse, j'en perds mes mots, qui est donc tombée le 16 janvier dernier, il y a 3 jours. Et alors, je cite, « En Uruguay, un cochon mort a été largué par un hélicoptère en vol dans la piscine de la villa d'un entrepreneur, où il est tombé pile poil, sans faire de victime. Le porc a fini rôti. Une enquête a été ouverte. L'affaire fait le buzz sur les réseaux sociaux. » Je crois que c'est un peu l'actu what the fuck de la semaine, mais je trouverais que pour ouvrir ce podcast, c'était absolument parfait. Je sais pas ce que t'en penses. Ah bah oui, c'est moi qui te l'ai partagé, donc je dois dire qu'on s'est beaucoup marré à la lecture de cette news. On n'est pas dans une tranche de couple, on est plutôt dans une tranche de rire, mais parfois on rit beaucoup. Et je crois que c'est un plaisir pour nous de la partager avec vous. Et le rire fait du bien, donc c'est chouette. C'est ça, voilà. Deuxième actu de ces 2 dernières semaines, on vous a parlé des incendies en Australie et de combien ça nous avait touché, comme les incendies en Amazonie avant eux. La bonne nouvelle, c'est que la pluie est enfin tombée sur l'est de l'Australie, qui était la partie la plus touchée du pays. La pluie étant tombée, la plupart des incendies se sont arrêtés. Paradoxalement, certains parcs, notamment dans lesquels des koalas avaient été mis à l'abri, ont été inondés. Il a fallu donc retrouver pour ces pauvres koalas qui se sont retrouvés de tout brûler à tout mouiller de nouveaux abris. Donc comme quoi on est toujours dans des événements qui sont relativement extrêmes en matière climatique. Et la nouvelle un peu moins bonne, c'est quand même que le parc national des Montagnes Bleues, qui est un des plus beaux parcs nationaux d'Australie, a été brûlé à 70-70% par ces incendies. Bon, on sait aussi que on l'a vu, on le voit dans le sud de la France, notamment dans les pays méditerranéens, quand un incendie arrive, quelques années après, on se rend compte que la végétation arrive de façon toujours plus voilà. Parfois, ça permet de faire la place à d'autres espèces, mais c'est vrai que sur le coup, c'est quand même très violent, et pour notamment les espèces animales, c'est fort compliqué à gérer. Voilà. Et puis, une autre nouvelle qui nous est passée, que j'ai vu passer cette semaine, c'est que la France engage enfin la fermeture, j'ai envie de dire enfin, même si on sait qu'il y a des enjeux compliqués derrière, la fermeture des 4 dernières centrales à charbon. Alors il y a des pays en Europe comme la Pologne ou l'Allemagne qui sont toujours très avides d'utilisation de centrales à charbon. On sait que on va pas rentrer dans le débat sur le nucléaire, mais que avec tous les reproches qu'on peut lui faire, ça reste une énergie relativement propre. Tant qu'elle est maîtrisée et qu'elle est protégée surtout. Le charbon, à l'opposé, fait quand même rejette dans l'atmosphère énormément de CO2 et est très mauvais pour nous, pour vous, pour à peu près tout ce qui vit aujourd'hui et sur de Terre. particules aussi. Hein. Et de particules, absolument. Donc les premiers sites qui sont ceux du Havre et de Saint-Avold s'arrêteront d'ici à 2022. Et un autre site à Cordemais en 2026, le dernier à Lagardane est lui incertain. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, voilà, une promesse qui a du coup été tenue. Après, c'est une promesse qui ne peut pas aller sans... Tenue, on verra. Le calendrier, en tout cas... Le calendrier est fixé. Après, c'est pas encore fini, évidemment, parce que voilà, il y a d'autres... on ferme des centrales, mais il faut trouver aussi l'énergie ailleurs, ou que chacun apprenne à vivre avec un peu moins d'énergie. Donc c'est une affaire à suivre. De toute façon, les économies d'énergie, c'est une affaire à suivre pour tout le monde.
et une attention de tous les instants. Voilà, et on rappelle que le charbon en France, c'est 30% du mix énergétique, donc c'est pas négligeable quand même. Ah, quand même. Et oui. Ouais, on n'est pas complètement sorti. Bah, il va falloir trouver en tout cas suffisamment d'énergie pour pouvoir compenser. Yes. Et ça ne peut pas être le nucléaire, hein, puisque le parc est stabilisé. Donc, Et qu'on ne parlera pas de la catastrophe de l'EPR de Flamanville. On essaye de trouver les prochaines, mais c'est pas simple. Sans transition toujours, Max, est-ce que tu veux introduire la rubrique Vie de couple ? Avec grand plaisir. Attention, spoiler. Avec grand plaisir. Non, il n'y a plus de spoiler, ça y est, on y est. On a signé, voilà, jeudi dernier, 16 janvier, on a signé l'achat de notre maison. Cling, champagne. Et on a effectivement ouvert les bulles le soir pour fêter ça, tous les deux. C'était un grand plaisir. Il n'y a pas de mal à se faire du bien une fois de temps en temps. Voilà. Avec modération. Exactement, toujours avec modération. Donc, on a signé, on est propriétaire, la vie est belle, mais on peut quand même dire que le chemin pour arriver à cette signature a été un peu compliqué. Mais en même temps, c'est jamais forcément simple. Et je dirais pas qu'il a été très compliqué. On a eu quelques sueurs. Pour nous, c'était. Moi, je suis quelqu'un d'inquiet par nature, donc j'avoue que j'ai pas forcément aidé à la sérénité dans notre couple ces dernières semaines. Ah, tu te moques. Moque-toi, va. Mais moi, je ne somatise pas. Bref, on en reparlera à l'occasion. Il y a du dossier, il y a de la menace. On vous en reparlera. C'est aussi ça le couple, les menaces. Et en plus, c'est salaud, c'est devant un grand public. Au bout de 10 ans, j'en sais des choses sur toi. Au bout de 10 ans, j'en sais des choses sur toi. Donc c'était une semaine un peu chargée d'embûches pour y arriver, parce que finalement... Bah voilà, vous savez, la signature, c'est aussi forcément un texte, un acte des rédigé par le notaire de l'un, chez le notaire de l'autre. Voilà, essayer de clarifier certains aspects. Voilà, par exemple, dans le projet que notre notaire nous a envoyé, il y avait marqué une clause confirmant qu'il y avait bien une cave à charbon dans la maison, alors qu'on n'en avait pas vu et qu'après vérification sur les plans, on n'en voyait toujours pas. En fait, non, c'était simplement le clerc de notaire qui s'était planté. Et il y a eu une clause qui a été un petit peu compliquée, une certaine incertitude relative à la réalisation d'un permis d'urbanisme dans toutes les conditions qui avaient été fixées par la commune et qui nous a emmené à aller 2 jours avant la signature à la commune, relire les documents puisqu'on n'a pas le droit de les avoir jusqu'à ce qu'on soit propriétaire, donc il faut aller les lire dans le bureau des archives urbanistique de la commune, pour clarifier la chose et pouvoir trouver un accord avec les propriétaires. Tout ça, c'est bien terminé, mais c'est vrai que ça a été quand même un petit peu de sueur froide pour régler les choses, d'autant que, comme le dit Guillaume, une fois que vous avez identifié quelque chose et trouvé une solution, il faut encore que la proposition, vous la transmettiez à votre notaire, que votre notaire la transmette au notaire de la partie adverse, donc en l'occurrence ici, on n'est pas les au vendeurs. Tribunal de la partie venderesse, on dit en matière d'achat immobilier. On se croirait au tribunal où on est en train de... Non, c'est une vente immobilière. Et ensuite que tout ça soit discuté avec les vendeurs et ensuite fasse à nouveau le chemin inverse. Donc voilà, c'était un petit peu épique. Il fallait aussi naturellement qu'on ait trouvé une assurance et qu'on ait finalisé tous les détails liés au crédit immobilier, y compris les assurances qui vont avec. Voilà, donc ça faisait beaucoup de choses à gérer. Oui, mais après, voilà, c'est une signature, c'est jamais censure. Et puis, il vaut mieux que les choses se passent bien et que les choses soient réglo. C'était une semaine qui était en parallèle un petit peu chargée pour nous professionnellement, notamment pour Guillaume. Et du PTD. coup, il faut savoir jongler, mais à un moment donné, il y a des choses importantes qui doivent primer. Et on a vu une bonne complémentarité entre nous pour pouvoir gérer les différentes choses qu'il fallait gérer. Absolument. Mais il vaut mieux, parce que pour le coup, c'est là que c'est important
de connaître un peu l'autre et de savoir où sont les limites de l'un et de l'autre. Et on est très complémentaires, effectivement, là-dessus. Moi, je suis un peu stressé, mais parfois, j'ai plus de facilité à me détacher des choses. Max est plus pointilleux sur des petites choses, des petits détails qui ont leur importance derrière. Mais globalement, il est un peu moins stressé que moi. Mais on se complète très bien. Et parfois, il est un peu intransigeant aussi. Qui, toi ? Oui. Mon Dieu. On en reparlera dans un projet. Tiens, ça me donne une idée pour un futur podcast. Voilà. Bougez pas, je note. On note les idées. Voilà. Et donc, on s'est retrouvés jeudi soir à ouvrir pour la première fois la porte de notre maison. Et ça, c'était une grande porte. Très chouette expérience. Et voilà, on a pu même manger notre première galette dans notre maison aujourd'hui. On a fait une galette partie avec plein d'enfants et plein d'adultes autour. C'était chouette. Un peu improvisé, mais comme quoi parfois c'est les meilleurs. Hein. Voilà. Et on a nettoyé le frigo. Ça n'a absolument aucun intérêt, mais je voulais quand même le dire. Merci Guillaume. Vous pourrez donc manger des choses si vous venez chez nous dans un frigo qui sera propre. Voilà, désinfecté et propre et qui sent bon. Bon, on a considéré avec Max qu'aujourd'hui, cette rubrique, vu qu'on a parlé de choses positives et puis de choses plus compliquées, couvrait à la fois la partie positive et la partie négative du couple. Moi, je retiens quand même que globalement, on a beaucoup de choses positives à dire. Non, mais la partie... C'est la partie... Comme tu le mets en avant. Pardon, c'est la partie que Max a intitulée « C'est chiant ». Non, c'est moins drôle. Je suis désolé, je suis devant le listing des épisodes, c'est marqué « C'est chiant ». Bref, voilà, c'est parfois la mauvaise foi de Guillaume, mais bon, attendez, bougez depuis le début, vous avez pu voir. Je poste une photo, Max, c'est bon, c'est trop tard. J'ai pris en photo, je vous envoie la photo sur le compte Twitter de Tranche de Couple, puisque Max a l'air de dire que c'est toi qui les as écrits, ces rubriques. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'utilise pas le C raccourci sans l'apostrophe EST derrière. C'est pas du tout mon style. Enfin bref, voilà. On en est là. Vous voyez, on se dispute on se chamaille toujours, mais en même temps, on s'aime bien et on achète une maison ensemble, donc c'est plutôt cool. Voilà. Moi, je posterai une petite photo où il y a marqué « C'est plus compliqué, la vie de couple ». Voilà. Et là, c'était moi qui étais de mauvaise foi. Ok, on passe à la rubrique suivante. Vous avez bien noté. Hein. Je le dis parce que comme ça n'arrive jamais, du coup, je suis tout à fait prêt à le reconnaître quand ça arrive. Mon Dieu, c'est horrible. Bref, rubrique suivante. On va vous parler de la rubrique français en Belgique, notre rubrique sur la Belgique. Et alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un système qu'on ne connaît pas tellement en France, puisqu'en France, pour raccourcir, quand il y a une élection, un parti devient majoritaire en règle générale et n'a pas besoin d'autres partis pour gouverner. En Belgique, c'est tout à fait différent, non seulement parce qu'il y a cette partition géographique et communautaire dont je vous ai parlé, notamment entre les francophones au sud et les wallons au nord, et les flamands au nord, mais il y a... Oh bah bravo hein. Écoute, c'est un lapsus. Les francophones au sud, les wallons au nord, des francophones partout. Non, c'est pas le cas. Donc je reprends. Nous avons donc les wallons au sud et les néerlandais et les flamands au nord. Je vais pas y arriver ce soir, ça ne va pas. Et puis un système politique différent. Il relâche la pression. Ouais, je relâche la pression, mais je me sens bien là, c'est chouette. Qui fait que un parti tout seul, a priori, sauf gros raz-de-marée pour le dit parti, ne pourra jamais régner. Pourquoi ? Parce que en France, un parti qui fera, même un parti qui fait moins de 50% des voix, de la moitié des voix exprimées au niveau national, aura quand même la possibilité de gouverner puisqu'il aura la majorité des sièges à l'une ou l'autre assemblée. En Belgique, c'est chaque parti fait, admettons qu'on soit dans une assemblée avec 100 sièges, si un parti fait 40% des voix, il aura droit à 40 sièges. Donc il n'a pas de majorité. Il va devoir trouver d'autres partis pour compléter sa majorité et arriver à 51 sièges. Donc c'est le système majoritaire versus le système proportionnel. C'est ça, absolument. Et alors donc avec ce système de partis, c'est un système de coalition. Et on se retrouve en Belgique avec des noms de coalition très imagés, puisque on sort actuellement jusqu'à il y a un an et quelques semaines, on avait ce qu'ils appelaient la suédoise. Donc parce on avait donc
les deux partis libéraux, en Flandre l'Open VLD et en Wallonie le mouvement réformateur, le MR, dont la couleur qui utilise majoritairement la couleur bleue, qui s'était allié avec le parti nationaliste flamand, la N-VA, en jaune, et le parti chrétien flamand, le CD&V, qui était rappelé par la croix dans le drapeau suédois. Voilà, donc ça c'était la suédoise qui donc était jusqu'à il y a 1 an et demi. Et puis là, on est en pleine recherche d'un nouveau gouvernement majoritaire. C'est compliqué, ça fait 1 an et quelques... un peu moins d'1 an, mais ça fait depuis les élections du printemps dernier que ça dure. Donc le roi nomme des informateurs, qui sont en général des chefs de parti, pour travailler ensemble sur qu'est-ce qui pourrait rapprocher tel ou tel parti, qu'est-ce qui pourrait mener à une majorité. Donc ça ne marche pas. Enfin, on va dire parfois, mais pour l'instant, jusqu'à maintenant, ces derniers mois, ça n'a pas fonctionné. On n'a pas trouvé de majorité. Les chefs de parti n'ont pas réussi aucun chef de parti n'a réussi à trouver de majorité stable sur le long terme, entre parti wallon et parti francophone et parti néerlandophone, c'est parfois un peu plus compliqué que seulement la région, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a Bruxelles au milieu. Et donc, ils ont étudié plusieurs options. On en est arrivé... Donc, il y avait une coalition arc-en-ciel, qui est une coalition qui a déjà existé entre 1999 et 2003, avec l'Open VLD, le MR en bleu, le PS, Parti socialiste flamand et francophone en rouge, et le vert des gouvernements wallons et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis, la dernière en date, c'est une coalition musicale, donc ça pourrait presque faire ma rubrique culture de la journée, même si je vais quand même pas vous parler que de ça aujourd'hui. C'est la coalition Vivaldi. Alors, c'est un scénario qui est apparu très récemment, avec la nomination de 2 informateurs issus des partis bleus, donc Open VLD et le mouvement réformateur, qui regrouperait donc les partis libéraux, les partis socialistes, les partis écologistes et l'appui du CD&V, qui est le parti chrétien-démocrate flamand, dont la couleur majoritaire est le jaune et orange. Et donc, en fait, ça formerait une coalition avec les 4 couleurs des 4 saisons. Et donc, le raccourci, c'est Vivaldi. Voilà, c'est très imagé, c'est assez joli. Après, ça ne cache pas derrière la misère de la crise politique que traverse la Belgique depuis... tout de même maintenant plus d'1 an, et dont on ne connaît pas encore l'issue, mais c'est toujours compliqué. Je rappelle, comme je l'ai déjà fait, mais je le rappelle, que la dernière crise politique de ce type avait mené à une absence de gouvernement fédéral pendant plus de 500, je crois que c'était 530 ou quelques jours. On s'en rapproche petit à petit. Voilà, le record à battre, affaire à suivre dans ce podcast. Et du coup, l'alternative dont on parle en ce moment, c'est la coalition bourguignonne, entre la N-VA et le PS. Et les libéraux. Voilà, vous saurez tout. Le jour où il y aura le rapport en gros des informateurs sera suffisamment mature, qu'on sera à peu près sûr qu'il y aura une majorité valable pour une coalition gouvernementale, à ce moment-là, le roi nommera un formateur, qui en gros aura la responsabilité de former le gouvernement. Alors, la rubrique IMO, on a déjà fait une grande partie de l'actu sur notre maison dans la rubrique vie de couple. Mais du coup, on voulait simplement vous parler ou vous faire un point d'étape sur les travaux dont on a parlé, qu'on allait faire. Donc, on a topé avec un entrepreneur qui va bientôt commencer les travaux. Mais on avait aussi, dans notre accord, conclu qu'on allait fournir un certain nombre de matériaux. Et donc, on s'est mis en chasse pour trouver les bons matériaux en Belgique, en ayant en tête aussi qu'il faudrait peut-être qu'on aille en France. On l'avait abordé la dernière fois. Donc, ça y est, c'est fait. J'ai d'ailleurs posté un tweet samedi matin. On a fait notre 2e aller-retour chez Leroy Merlin. On est membre du club, on a la carte maison et on a pu bénéficier des 10% pour notre première grosse commande. On se sent tellement adulte. Voilà. Mais l'avantage de la carte de Leroy Merlin, c'est quand même que tu peux ramener jusqu'à 12 mois après ton achat les produits que tu n'as pas utilisés. Donc c'est quand même pas mal. Tu évites de prendre un nombre de carreaux juste. Et puis là,
paf, il y en a un qui casse et tu es obligé de retourner à Lille. Je précise qu'on n'a quand même pas d'action chez Leroy Merlin à toutes fins utiles. Ouais, voilà. Mais que c'est quand même pratique. Et qu'on va quand même acheter un certain nombre de choses en Belgique, on vous rassure. Notamment toutes les On va tout acheter en Belgique, sauf les carreaux qu'on a trouvé plus jolis chez Leroy Merlin que ce qu'ils proposent en Belgique. Rubrique Brexit, alors on va d'abord vous faire un petit point sur là où on en est. Comme vous le savez, ou comme vous le savez pas, le Parlement britannique, ça y est, a voté. Donc il a adopté la loi pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il y a d'ailleurs une certaine polémique en ce moment au Royaume-Uni liée à Big Ben. En gros, faut-il ou ne faut-il pas que Big Ben, que les cloches de Big Ben sonnent au moment du Brexit, donc le 31 janvier pour marquer le Brexit, 11h, ou non, sachant que Big Ben, pour ceux qui ne le savent pas, est en travaux, et donc en fait il va falloir retirer les échafaudages, et donc tout ça a un certain coût. Et par ailleurs, il avait été acté que Big Ben ne sonnerait plus que pour certaines occasions. 500 000 livres, c'est ça ? Ouais, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, Boris est pour. Et petite anecdote étonnante, le club des sonneurs britanniques, donc en gros ceux qui sonneraient les cloches, dans leurs règles, normalement, on ne fait pas d'événements politiques avec les cloches. Donc voilà. Affaire à suivre, mais c'était une petite actu intéressante. Alors non, ce dont je voulais vous parler, c'est de la suite, en gros. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est le 1er février ? Donc entre-temps, le Parlement européen aura voté l'accord pour que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne. Donc comme vous le savez, il y aura une période de transition pendant laquelle le Royaume-Uni continuera à contribuer au budget et à bénéficier des accords qui y sont liés, donc y compris le marché commun, mais pour autant ne pourra plus participer aux réunions à Bruxelles, en gros pour contribuer à faire vivre cette Union européenne. Donc plus au processus de décision. Voilà. Et dès le 1er février, en gros, commence la période de négociation de la relation future. On l'a dit la dernière fois, on a 11 mois pour négocier la relation future. C'est une relation, il faut partir de rien en gros, et pour tout négocier. Donc c'est assez compliqué. Et on a bien compris, comme je l'avais mentionné la dernière fois, que Boris Johnson n'a pas l'intention de demander une extension. Donc ça s'arrêtera au 31 décembre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que globalement, mi-novembre, il faut que ce soit terminé, puisqu'il faut ensuite que ça soit ratifié par les parlements, y compris les parlements nationaux. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé avec l'accord de libre-échange avec le Canada, où le Parlement wallon avait bloqué l'accord. Donc voilà, c'est quand même pas rien. Et la difficulté pour l'Union européenne, ça va être de faire face à ce délai très contraint et cette volonté finalement de développer un accord sur l'ensemble du spectre, l'Union européenne a toujours dit que c'était un package. Mais en même temps, vu le temps, il va falloir se concentrer sur un certain nombre d'éléments. Et donc, le risque, c'est ce qu'on appelle la tactique du salami, c'est-à-dire que finalement, on négocie des accords sectoriels et finalement que les Britanniques, eux, négocient les accords qu'ils ont envie de négocier dans le domaine de la sécurité et de la défense, dans le domaine de la pêche, dans le domaine de la finance, voilà, sur un certain nombre de choses où c'est leur intérêt. Donc finalement, il y a vraiment une difficulté avec cette échéance. Et voilà, je pense qu'on va avoir dans les mois qui viennent un petit peu la manière dont, d'une part, l'Union européenne va se mettre en ordre de marche. Donc on attend que Michel Barnier et ses équipes présentent un mandat de négociation qui sera validé à nouveau par les États membres. Et puis ensuite, ça sera parti donc en février. Voilà pour la partie Brexit. Moi, je voudrais ajouter à cette rubrique Brexit une petite rubrique Mexit. On parle donc de la petite crise traversée par la monarchie britannique suite à l'annonce faite par le prince Harry et Meghan Markle qu'ils souhaitaient vivre toute une partie de l'année au Canada et ne plus être basés au Royaume-Uni, mais être vraiment basés au Canada.
Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça crée des complications. Il y a eu un conseil de famille avec la reine pour prendre des décisions et que les choses avancent correctement. Il faut savoir que le prince Harry et Meghan Markle disposent sur l'argent du contribuable d'une pension, enfin d'une forme de pension, en gros, tous les mois pour pouvoir, et d'un salaire, puisqu'ils représentent leur job, entre guillemets, c'est de représenter la famille royale à l'étranger et au Royaume-Uni sur différents types d'événements. Et que donc le fait qu'ils souhaitent, pour probablement limiter un peu la pression médiatique, notamment qui pèse sur leurs épaules, s'éloigner. Non, l'interlude musical, Max, c'est pas tout de suite, c'est après. Sorry. Le fait qu'il souhaite échapper un peu à cette pression, et le fait aussi, il faut le dire, que Harry soit quand même maintenant, je sais pas combien il est, mais genre 6 ou 7e dans l'ordre de succession au trône, et avec aucune chance que ce qu'il ne soit un jour roi. Ce qui probablement, si je comprends un peu leur état d'esprit, leur réjouit, parce que c'est pas vraiment ce qu'ils cherchent. Justement, ils cherchent plutôt à essayer pour vivre heureux, de vivons cachés. Donc l'idée, c'est qu'ils vivent au Canada pendant toute une partie de l'année. Ils vont pour ça, c'est une information qui est tombée hier ou ce matin, je ne sais plus, renoncer à leurs titres royaux, ils vont renoncer à leur pension, ils vont rembourser les frais tous les travaux qui ont été faits dans le cottage qu'ils habitent actuellement sur la propriété à Windsor, du château de Windsor, qui leur avait été offert par la reine pour que, en gros, le contribuable britannique s'y sentir avec le moins de coûts possible par rapport à leur départ. Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, a par ailleurs annoncé que, si besoin, il mettrait à disposition un service de sécurité pour les protéger au Canada pendant le temps qu'il faudra. Merci Justin. Voilà, c'était la petite parenthèse. Moi, j'ai tendance à être un peu naïf sur ces choses-là. Je ne suis pas très bling-bling et très gala dans ce que je lis, mais voilà, j'espère que pour eux, c'est vraiment et je leur souhaite que ce soit une bonne décision et qu'ils puissent aussi vivre leur vie en dehors des caméras. Je pense que ça apporte effectivement une forme de pression qui ne doit pas être très simple à vivre. Même si, personnellement, mis à part ce podcast qui nous donne tout de même un certain nombre d'auditeurs, la pression médiatique sur nos épaules est relativement plus limitée. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait quand même pu se dire que Meghan Markle, en tant qu'actrice, pas méga connue, mais quand même, elle a joué dans un certain nombre de séries à grande audience. Elle connaissait déjà la pression médiatique. Et puis, c'est pas parce qu'ils s'exilent au Canada qu'ils n'auront pas de pression médiatique non plus. Donc, voilà. Écoute, on verra comment ça se développe. Le dernier sujet, peut-être, sur lequel on verra les développements, c'est naturellement l'impeachment de Donald Trump, puisque vous savez, ça y est, l'acte d'accusation, de mise en accusation, a été transmis de la Chambre des représentants au Sénat à Washington. Et donc maintenant, le procès de Donald Trump va commencer. On peut suspecter que ce procès soit très rapide, puisque les républicains ont envie de clore au plus vite ce sujet. Vous le savez, les élections américaines ont lieu à la fin de l'année, et donc il est absolument important que ce sujet de l'impeachment ne vienne pas perturber la campagne. Ça va pas être simple parce que entre le moment où la Chambre a statué et voilà, le moment où elle a transmis l'acte d'accusation au Sénat, un certain nombre de choses sont sorties dans la presse qui viennent fragiliser Donald Trump. Bon, on verra ce qui va se passer. On verra aussi si les sénateurs républicains acceptent qu'il puisse y avoir des témoins et si l'audition de ces témoins se fait à huis clos ou pas. Donc en gros, est-ce qu'on aura peut-être ce qu'on peut appeler une mascarade de procès ou est-ce qu'il y aura quand même quelque chose qui sera un peu substantiel? Mais je pense que du point de vue des supporters de Donald Trump, dans tous les cas, tout ça est une conspiration à l'encontre de Donald Trump, donc ça ne changera pas fondamentalement sa base, à mon sens. On passe à la suite ? Rubrique culture, on va vous parler nous sommes allés dimanche dernier au Cirque Royal, à la dernière date de la tournée d'Alex Vizorek,
Big up à Elisatef. Merci Elisatef de nous avoir permis de découvrir en direct cet humoriste qu'on connaît beaucoup par la radio, y compris les radios françaises, puisqu'il s'est fait connaître avec notamment Charline Vanhoenacker. C'est les deux humoristes belges qui ont fait depuis quelques années leur trou en France. Le titre de son spectacle, donc, c'était Alex Vizorek est une œuvre d'art. Et c'est un spectacle où pendant 1h30, 2 heures, il met en parallèle des œuvres d'art entre le début la fin du 19e siècle et le début du 21e siècle et ses propres expériences. C'est un spectacle dans lequel il fait intervenir aussi de jeunes humoristes, notamment Fanny Rouet, qui est une jeune humoriste également d'origine belge. Voilà, c'était un très bon moment qu'on a partagé. On va essayer d'aller le voir, puisque le deuxième tome de son spectacle, c'était le premier tome qui s'est achevé. Oh, j'aime passe bien à ces Bruxelles petits à partir accents de la Haute-Savoie. À partir de... Ah non, il y a une différence entre un tome-livre et la tome des Bauges. Rien à voir. La tome, le tome, rien à voir. Ce sont deux choses différentes. Je m'inscris en faux. Bref, on va essayer d'aller voir ce deuxième tome, pas très loin de chez nous d'ailleurs, au mois de mai. Elisatef, vous nous dites quand vous voulez venir, et on valide. Dans la rubrique tech cette semaine, je voulais faire une référence au CES. Donc c'est un grand rendez-vous mondial de la tech qui se tient tous les ans à Las Vegas et qui se termine donc dimanche 19 janvier. C'est vraiment là où on parle un peu des innovations de demain ou des innovations qui sont en train d'arriver. Et bon, on avait déjà dans un épisode précédent parlé des innovations pour l'année 2020. Et cette fois, je voulais vous parler des innovations qui auront un impact pour la maison, donc pour tout ce qui est domotique. Donc, je vais simplement en faire référence rapidement, puisque je propose, c'est que je mette sur Twitter le lien de l'article sur lequel je me suis basé, parce qu'il vous donnera un peu plus d'informations. Alors d'abord 2020, l'ère de l'humain artificiel. Donc on va au-delà des assistants vocaux. Minority Report. Non, avec des avatars très réalistes. En gros, voilà, tu peux aller plus loin que le OK Google. L'idée d'utiliser l'énergie des ondes, comment transformer les ondes en électricité. Voilà, ça c'est une idée qui est sortie, qui peut être intéressante. Contrôlée par la pensée. Alors ça, on a tous rêvé. Il y a une start-up française qui s'appelle NextMind qui a sorti un boîtier que tu mets sur ta tête et qui peut te permettre de commander ta télé, monter le son, mettre en pause. Voilà, c'est intéressant. Peut-être qu'on aura aussi des applications pour les personnes handicapées. Ça peut être intéressant, pourquoi pas. Samsung a dévoilé un écran de télé vertical. Donc c'est un peu la première fois. L'idée, c'est de pouvoir regarder sur ce type d'écran qui sont tournés pour les réseaux sociaux et qui sont souvent en format vertical, donc qui ne s'affichent pas très bien sur une télé normale. Autre idée, la climatisation écologique. Tiens, intéressant quand même, puisque en général, les climatiseurs, c'est un fléau pour l'environnement. Ça consomme vachement d'électricité. Les fluides frigorigènes qui sont rejetés sont responsables de l'augmentation des gaz à effet de serre. Et alors, il y a une entreprise américaine, dis-toi bien, qui a proposé un climatiseur qui fonctionne grâce à de l'eau, sans aucun produit chimique. Donc ça, c'est pas inintéressant. Pas mal. Une montre qui détecte l'apnée du sommeil. Et enfin, une lampe pour les dyslexiques. Voilà, c'était 7 tech qui ont été présentées au CES de Las Vegas. Et je voudrais simplement finir par un canular qui a été fait par un jeune Français au CES 2020. Il a présenté un stand où il présente une pomme de terre connectée. Oui, une pomme de terre Wi-Fi. Et là, Bluetooth. C'est quand même énorme. Donc le mec, il a eu plein de monde qui est... D'abord, il faut candidater pour avoir un stand à Las Vegas. Il faut aussi dépenser de l'argent. Mais le mec, il a quand même présenté ça. Donc en disant que tu pouvais suivre la santé de la pomme de terre, qu'il y avait des programmes et tout ça. Donc le nom de son app, c'était Potato. Et tu pouvais acheter ça pour $34. Et ça a super bien marché. Et c'est quand même assez hallucinant
que l'équipe du CES se soit fait berner par ce canular et que autant de gens soient venus finalement le voir au CES, où il expliquait avec son appli comment fonctionnait sa potato connectée, sa pomme de terre connectée. Un génie avant l'heure. Je vous posterai aussi, ça n'a rien à voir avec la tech, mais ça me fait penser, en parlant de génie méconnu, une petite intervention de Martin Fourcade ce matin. Magnifique. Ou hier. Magnifique, un vrai génie, où il cite une grande œuvre de littérature à l'arrivée de la dernière course de relais remportée par les Français, la première remportée par les Français depuis 7 courses qui étaient dominées par les Norvégiens. Donc big up à l'équipe française de biathlon. Et puis voilà, on vous postera ça, vous regarderez. C'est un sacré moment de marade aussi. Voilà, le deuxième épisode de cette année 2020 est terminé. Nous sommes ravis de vous avoir retrouvé. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Il sera a priori beaucoup plus court que le précédent et pourtant, on s'est quand même bien marré à le faire. Voilà, on est désolé d'ailleurs pour ceux qui aiment particulièrement le format court de notre podcast. C'est vrai qu'on a tendance à aller un petit peu plus, à dépasser les 30 minutes. Mais en tout cas, on est vraiment ravis que vous nous écoutiez. Merci de nous avoir rejoints. Merci de nous suivre régulièrement si vous êtes un auditeur régulier. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser sans limite sur les réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs nous retrouver sur Twitter, @tranche le chiffre 2 couple singulier. Et nous envoyer des mots d'amour, vos commentaires, vos idées, vos remarques débuglantes sur notre adresse email tranche au singulier le chiffre 2 couple singulier @gmail.com. Bonne continuation à toutes et à tous. Kiss kiss. Et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées. Et la bise à mamie, comme on dit en Belgique.